Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette table ronde. On va parler de production verte et de recyclage. On va parler de matériaux, de consommation d'énergie. Vous le voyez, un plateau assez conséquent avec deux femmes. C'est pas souvent qu'il y a des femmes dans les tables rondes sur l'automobile. Il y en a deux, c'est déjà pas mal. Je vous les présente au passage avec Bénédicte Barbry qui représente donc le groupe Mobivia. Bénédicte est directeur des affaires publiques et du développement durable, et puis Carole Magnier qui représente le pôle de compétitivité Team 2 dans les Hauts-de-France. Vous êtes à Lens, si ma mémoire est bonne. Chez les hommes, il y en a toujours un peu plus. Philippe Convin pour Plastic Omnium, nous avons Vincent Collet pour le C-Team, David Fillon pour Toyota et Yann Gibori pour EDF. Et en ligne, quand je vous disais qu'on a un plateau vraiment conséquent, on a Peter Von Leer de Audi à Bruxelles. Hello Peter, how are you? Bonjour Peter, comment allez-vous? Bonjour à tous. Merci, je vais bien. Et le bonjour de Bruxelles. Peter, qui... Tout à l'heure. See you later, Peter. On va commencer par parler de l'usine de Toyota à Onnaing, près de Valenciennes, car effectivement, il s'y passe un certain nombre de choses. On va le détailler un peu plus tard, mais d'abord, on va regarder une vidéo qui explique quelle est l'empreinte environnementale de ce site industriel. Le site de TMMF a été conçu dans une logique de respect et de performance environnementale. Alors ça se manifeste déjà par une intégration paysagère complète. En 2001, on a démarré les ateliers avec des nouvelles technologies. Par exemple, les robots utilisés dans les cabines peinture sont des robots à cartouches. On a sur le site, dès le démarrage, 4 incinérateurs qui vont réduire de 99% les émissions de solvants. On a une station de traitement des eaux. On a utilisé des emballages retournables. C'est plus de 900 000 emballages retournables qui nous ont évité de produire 200 millions de cartons. On est accompagné dans toute cette démarche environnementale par un réseau de plus de 15 promoteurs environnement. Et la performance environnementale, c'est vraiment l'affaire de tous. Alors notre objectif Toyota 2050, c'est 0 émission de CO2. Chez TMMF, en 20 ans, on a déjà réduit de plus de 50% les émissions de CO2. Pour l'atelier plastique, les cabines peinture qui servent à peindre les pare-chocs, on a utilisé une nouvelle technologie, c'est les pompes à chaleur. Donc il faut savoir que c'est une première mondiale pour le groupe Toyota. On est en train de développer une activité ESCO, ça veut dire Énergie Service Company. L'objectif, c'est la bonne énergie au bon endroit, au bon moment. Sur un site industriel comme le nôtre, ce sont plus de 100 catégories de déchets que nous devons trier. Il y a du déchet industriel, mais il y a aussi tous les déchets qui sont générés par les plus de 5000 personnes qui travaillent sur le site. Et tout ça, c'est trié à la source par l'ensemble du personnel de ligne. On arrive à réaliser 100% de revalorisation de nos déchets. Le meilleur des déchets, nous, on considère que c'est celui qu'on ne produit pas. Et pour ça, il faut maîtriser notre outil industriel. À l'atelier presse, on a déjà réduit de plus de 10 000 tonnes nos chutes d'acier. Et puis, dans l'atelier peinture, par exemple, on a déjà réduit de plus de 2000 tonnes de solvants notre consommation parce qu'on a fait du recyclage de solvants. Notre mission, c'est de récupérer les eaux usées de l'usine afin de la nettoyer, de l'épurer, mais aussi notre objectif premier est de recycler une partie de cette eau afin de la réinjecter dans le processus industriel. Le reste de cette eau est analysé par nos laborantins. Nous contrôlons tous les jours 27 paramètres et ensuite cette eau qui est de qualité rivière est rejetée à l'ESCO. Nous possédons également 2 bassins de récupération d'eau de pluie de 16 000 m3 en totalité que nous réinjectons dans notre processus industriel. Cette eau qui nous tombe du ciel nous a permis d'être autonomes à hauteur de 333 jours. Alors en termes de nouvelles technologies, on peut citer l'agrandissement du bâtiment logistique. On est venu greffer une membrane photovoltaïque sur cette toiture. Cette toiture photovoltaïque permet de diminuer nos émissions de CO2 de l'ordre de 2,5 tonnes de CO2 par an. On peut également citer le département des presses avec le mur solaire. Donc énergie gratuite fournie par le soleil. L'énergie est canalisée à l'intérieur de ce mur solaire et en fait on effectue un préchauffage de l'air dans nos centrales de ventilation. Il faut savoir que depuis 2019, nous avons franchi un cap sur le site de TMMF. 100% de notre électricité est d'origine verte et donc 0 CO2. On peut vivre en harmonie avec l'environnement, on l'a prouvé de plusieurs façons. On a environ 133 hectares d'espace vert sur notre site. On n'a jamais utilisé de pesticides ni même de produits chimiques. Tous les ans, on a un audit qui est effectué pour en fait faire l'inventaire de nos espèces de faune et de flore. On en a inventorié environ 252 en 10 ans. On a multiplié par 3 le nombre d'espèces. Ça montre que nos actions portent leurs fruits. On a également 4 ruches. On a récolté environ 500 kg de miel en 5 ans. Il est important de sensibiliser les jeunes à l'environnement et c'est pour cela que chaque année, nous organisons les classes vertes.
Eh ben, il s'en passe des choses à Aona. Je savais pas, moi, tout ça. David Fillon, plus sérieusement, donc tout ça, ça rentre dans une stratégie globale du groupe Toyota. Oui, tout à fait. Ça rentre dans la stratégie. Alors, si les slides veulent bien arriver, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, déjà. Voilà. Dans une stratégie qui est au niveau global, hein, d'avoir 6 défis environnementaux, dont en usine, on est directement impacté par 4 d'entre eux. Vous avez vu dans le petit film aussi bien le recyclage de l'eau, le recyclage en général, et puis l'harmonie avec la nature. Mais sans doute, un des plus complexes pour nous, c'est comment aller vers le zéro CO2 au niveau de notre site de production. Alors, l'image que l'on a, on voit depuis 2001, nos émissions de CO2 ont été divisées, enfin, ont réduit de 60%. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'origine, on avait un site extrêmement performant, puisque extrêmement compact, et déjà qui était plus compétitif de 35% par rapport à des sites comparables industriels. Et on voit qu'aujourd'hui, on est à moins 60%, mais on a l'ambition d'aller d'ici 2035 à être une neutralité carbone, et d'ici 2040, donc plus rapidement que les 2050 envisagés au départ, à réellement zéro émission de CO2. Alors, l'enjeu est extrêmement grand. On est très humble chez Toyota, et c'est pas forcément notre cœur de métier d'être performant dans la partie énergétique. C'est pour ça qu'on s'est associé dans un cadre d'un partenariat avec EDF, on y reviendra juste après, le groupe EDF Dalkia, qui nous a permis d'établir une stratégie extrêmement claire pour atteindre nos objectifs de zéro CO2. Globalement, 3 piliers, 3 leviers principaux. Premier pilier, c'est l'optimisation énergétique, on y reviendra juste après. Deuxième pilier important, c'est convertir la part gaz, qui est maintenant la part de CO2, hein, très clairement, en électricité. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'électricité, et on arrive au troisième pilier, troisième levier, que l'on utilise est une électricité 100% verte, donc complètement décarbonée. Et le quatrième levier qui est propre à Toyota en matière d'utilisation, ce qu'on appelle le lean manufacturing, c'est d'impliquer 100% de nos personnels dans l'optimisation énergétique. Et là, on va avoir les nouvelles technologies qui vont nous aider. Je pense qu'on y reviendra dans le cadre de ce panel. Comment utiliser la data pour donner la bonne information aux bonnes personnes au bon moment pour pouvoir optimiser par eux-mêmes la partie énergétique dans tous les ateliers. Alors, je reviens sur quelques exemples sur la partie d'optimisation. Bien sûr, on a converti les éclairages en LED, comme c'est le cas partout. Et là aussi, on s'est fait aider de Perfesco, une des filiales d'EDF. On a démarré en 2018-2019 une cogénération, c'est-à-dire qu'on vient aider le réseau EDF en produisant de l'électricité avec Dalkia pendant la période de novembre à mars, là où il y a des pics de consommation. Et en même temps, on récupère la chaleur. Donc, ça nous permet de récupérer au travers d'un réseau d'eau chaude la chaleur pour chauffer nos bâtiments. L'avantage de ça, c'est-à-dire qu'on vient remplacer des brûleurs à gaz que l'on a dans nos bâtiments par de la chaleur qui n'émet pas de gaz. Donc, le deuxième effet qui se coule sur le sujet, c'est-à-dire que ça nous permet de limiter le recyclage d'air, parce qu'il y a moins de gaz dans les bâtiments, et donc de descendre encore nos consommations énergétiques. On a identifié aussi, grâce au diagnostic que l'on a fait au tout départ avec EDF Dalkia, des opportunités de récupération de chaleur. Je citerai un exemple. On sait qu'on a des compresseurs d'air qu'on a besoin de refroidir. D'un autre côté, on a des bains de cataphoresques qu'on a besoin de chauffer. On a un gros projet, c'est de récupérer la chaleur des compresseurs, de la fournir aux bains grâce à une pompe à chaleur, et donc d'arrêter complètement le chauffage du gaz, notamment pour chauffer les bains. On utilise aussi des opportunités, puisqu'on, comme vous le savez, on vient de lancer la Yaris Cross et on a agrandi un certain nombre de bâtiments avec les nouvelles voitures. Ça nous a permis aussi, grâce à ces opportunités, de faire des ruptures technologiques et donc notamment, par exemple, d'utiliser des pompes à chaleur, d'avoir des bâtiments complètement autonomes en matière énergétique. Et je citerai juste un dernier exemple sur l'atelier plastique. On a mis en place un nouveau groupe froid et on récupère, la chaleur pour pouvoir chauffer également une partie des étuves que l'on a au plastique. Donc voilà, c'est toutes ces idées-là qu'il faut mettre en œuvre pour faire les ruptures. Et dernière étape pour aller vers le zéro, c'est vraiment d'utiliser 100% d'énergie verte. Alors on a vu au travers de panneaux solaires, c'est des pistes, au travers de chauffage, j'irais appeler décarboné, et donc pourquoi pas demain de la géothermie. Donc ça fait partie des expériences et des choses que l'on veut continuer à explorer avec notre partenariat EDF Dalkia
pour être sûr d'arriver dans nos délais que l'on s'est fixés vers le zéro CO2. Ce partenariat, du coup, depuis combien de temps ça dure? Enfin, quand ça a été enclenché? Alors, ça a été enclenché en 2017, donc ça fait maintenant 4 ans. Hein, et donc, on a eu une montée progressive du partenariat, d'abord, effectivement, par un diagnostic complet de nos installations pour identifier où étaient les sources potentielles d'amélioration. On a ensuite fait une roadmap de manière à travailler ensemble sur nos gisements principaux. Et aujourd'hui, on voit qu'on arrive à suivre, on a une vision claire et surtout des échanges qui sont vraiment fructueux puisque à la fois nous apporte cette connaissance de l'énergie, des opportunités, mais également des bonnes idées, je dirais, économiques. On bénéficie de bons CE, donc il nous permet aussi, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, si on fait vers le zéro CO2, il faut que ce soit aussi économiquement viable. Et donc il y a tout cet enclenchement et ce partenariat qui nous permet d'être très efficace. Et je pense qu'aussi, on leur apporte aussi un petit peu à EDF des méthodologies qui nous sont un peu propres à Toyota. Et donc, c'est vraiment un croisement riche et un partenariat fructueux. Alors justement, Yann Gibori, donc vous êtes ingénieur en efficacité énergétique. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est mis en place, la coopération avec Toyota. Est-ce que ce site d'Onin, quelque part, c'est un peu une vitrine de ce que vous savez faire? Assurément, assurément. Juste très rapidement, EDF, je ne fais pas l'injure de représenter EDF, mais avoir en tête que EDF, c'est déjà un des plus gros industriels français de façon générale et qui est déjà fortement impliqué dans la transition énergétique. Le partenariat avec Toyota, forcément, qui est une vitrine pour nous. Pourquoi? Parce que Toyota, c'est une pépite industrielle régionale. C'est un constructeur automobile qui vise l'efficience, qui vise l'excellence à tout instant. Et donc, comme disait David, on a forcément des choses à en apprendre. Ce partenariat naît d'une volonté commune. Pour Toyota, d'aller vers son challenge zéro CO2, et pour EDF, d'accompagner ses clients et de mettre à disposition de ses clients des outils pour aller vers la décarbonation. Les facteurs clés de succès du partenariat avec Toyota qu'on identifie aujourd'hui, c'est quoi? C'est un travail en open book, c'est-à-dire en toute confiance. On ne fait pas fi des problématiques de confidentialité. Par contre, en termes techniques, en termes de vision du projet, on échange très régulièrement et avec plaisir avec les équipes, avec David et ses équipes. Et on met les idées sur la table, on ouvre des portes, on les ferme quand il faut, on continue à les ouvrir, on va un peu plus loin quand il y a besoin. Et puis on avance comme ça main dans la main. L'implication des deux lignes managériales également est important. Chez Toyota, c'est un vrai secteur, enfin une vraie culture, l'application managériale globale, et chez EDF aussi, bien évidemment. Et les échanges entre du coup les lignes managériales permettent aussi de clarifier la stratégie et de se dire qu'on reste focusé sur un seul objectif, qui est le zéro CO2, alors à l'horizon 2050 et peut-être même un petit peu avant si on le peut. Assurément on le veut tous. Et si on peut, et a priori, on... Là, dans ce cas précis de la chaleur qui est récupérée donc, à partir d'une centrale de cogénération, ça paraît être une mesure de bon sens, mais bon, peut-être que c'est venu comment cette idée finalement? Alors, il faut savoir que plusieurs choses. Toyota n'a pas forcément entendu EDF pour travailler sur ces optimisations énergétiques. On l'a vu, David l'a montré, entre 2001 et 2020, il y a une grosse partie des consommations qui ont déjà été abaissées. Ça ne nous empêchait pas, avant 2017, quand même d'être présents sur le site en tant que fournisseur d'électricité, mais également d'appréhender de façon beaucoup plus légère qu'on le fait aujourd'hui les différents process de Toyota. Et puis, par exemple, on a vu les membranes photovoltaïques installées par EDF, ENR, puis les EDF sur la toiture. Ça nous a permis de voir qu'il y avait des potentiels d'optimisation, que Toyota, qui est bien entendu aujourd'hui, après le travail énorme qu'ils ont fait sur les 15 premières années de vie du site pour réduire ses consommations, il y avait peut-être beaucoup d'idées chez Toyota en interne, ou en tout cas une focus nécessaire sur le process, sur le produit, pour sortir des voitures de qualité optimisées en termes de coût, de qualité délai. Et donc l'idée de se greffer, de demander à EDF de les accompagner, c'est aussi pour aller trouver des idées qui semblaient logiques vu l'extérieur, mais qui de l'intérieur n'étaient pas forcément. Et donc on a discuter de ce sujet-là, l'optimisation énergétique, l'optimisation du chauffage, et donc l'idée de la cogénération qui était à la fois un outil technique, économique, qui est dans le bon sens pour la stratégie, est venue assez naturellement au cours des échanges que nous avons pu avoir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'EDF met au service de l'industrie son savoir-faire en matière d'optimisation de l'énergie. C'est exactement ça. On s'appuie sur des services internes comme des services d'expertise, d'intelligence en termes d'études,
des services de R&D, par exemple. On a parlé avec David de pompe à chaleur. La pompe à chaleur, on pense que ce n'est que le début de l'histoire. Aujourd'hui, on met des pompes à chaleur qui vont jusqu'à une température de 90 degrés. Demain, après-demain, on pourra monter jusqu'à 120, 130, 140, 150 degrés si besoin était, en s'appuyant sur les travaux de R&D. Et on s'appuie aussi sur des filiales, alors qui sont diverses et variées. Il y en a un nombre assez important, mais qui nous aident à la fois à travailler sur les usages de l'énergie et sur la production d'électricité renouvelable, par exemple. Très bien, peut-être quelques réactions à ce stade. Philippe Convin, en tant qu'expert de la production industrielle et très sensible aux questions d'énergie, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est tout à fait ce que Plastic Omnium essaye de faire également, puisqu'on a inscrit dans notre stratégie un pilier très très fort sur être carbone neutral, enfin neutralité carbone. Et on le décline, je dirais, dans deux directions, puisque aujourd'hui on opère dans plus de 20 pays et énergie égale carbone, à part le nucléaire qu'on peut classer à côté. Et donc énergie égale carbone, donc on travaille sur deux directions. On expliquera plus tard ce que vous faites, hein, c'était juste un commentaire sur le site. Ah ouais, pardon, excusez-moi, mais c'est vraiment pour un industriel ce qui a lieu de viser en fait. Hein. Vincent Collet, vous qui conseillez les entreprises, qu'est-ce que ça vous inspire, cet exemple d'optimisation, de transformation? Du côté du CETIM, nous, on est aux côtés de l'automobile depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, enfin, ça fait même maintenant quelques années, les industriels des différentes filières sont très demandeurs de réduction des énergies et face à ces challenges, ont besoin souvent de conseils par rapport aux technologies à utiliser et quel type de machine, quel type de process, vraiment de l'optimisation. Donc ça, c'est un vrai sujet clé et nous, on les accompagne notamment sur ce sujet-là. Merci. Je propose qu'on voit un autre exemple. On va aller à Bruxelles chez Audi. I would like now to turn the floor to Peter Van Leer. Hello. Et maintenant, je passe le micro à Peter Van Leer. Et nous allons présenter votre présentation. Voilà, votre première diapo. Alors, allez-y. Comment réduire l'empreinte écologique de l'industrie automobile? L'exemple de Audi à Bruxelles. D'abord, je voudrais remercier tout le monde et prendre cette opportunité de présenter comment nous, chez Audi, nous avons essayé d'optimiser et verdir nos processus. Nos collègues chez Toyota et EDF, je pense que nous avons beaucoup plus en commun que simplement la production de voitures. Je voudrais vous donner une rapide explication en 5 à 10 minutes. Nous, à Bruxelles, Audi AG, nous travaillons sur l'empreinte écologique de l'automobile. Très rapidement, je vais faire une présentation de notre site de production à Bruxelles. C'est un peu plus large au niveau de Audi, au niveau du monde. Une rapide présentation de Audi au travers le monde, notre mission zéro chez Bruxelles, les 4 champs d'action et notre économie circulaire. Comme vous pouvez voir à droite, nous avons déjà fabriqué des voitures vertes. Nous avons démarré cette usine en 1949. On était la première entreprise électronique et on a été officiellement nommé Volkswagen Bruxelles. Nous avons produit plus de 6 millions de voitures et en 2017, pour couvrir ce site à partir de Bruxelles, et on a essayé de commencer avec Audi. On a fait un mélange d'abord Audi E3 et Audi E1 ici, vous pouvez voir un certain nombre de nos chiffres principaux. Nous sommes un des filiales parmi les plus petites de 163 000 mètres carrés. Nous produisons à peu près 42 000 voitures. Ce sont purement des voitures électriques, 100% des voitures sur batterie. Et c'est un fait très important que nous construisons nos propres batteries sur site.
Nous avons reçu le prix en 2018. Nous avons été nommés comme la première usine électrique dans le groupe Audi et on a été rejoint après par nos collègues de Gand. Et en 2018, nous avons été première usine, grande usine certifiée neutre en carbone dans le secteur premium. Vous voyez ici d'autres chiffres en matière de notre emploi. Nous avons à peu près 3000 personnes qui travaillent sur nos sites et vous pouvez la division ici entre les cadres et les travailleurs. On n'est pas encore tout à fait atteint la parité et puis l'équilibre entre les régions. Ici, rapidement, une vision plus large de notre présence, implémentation mondiale. Donc, évidemment, la maison mère est à Ingolstadt, où il y a plus de 36 000 personnes qui travaillent. Et il y a le centre d'achat et de recherche et développement et la logistique centrale. Ensuite, vous avez Győr en Hongrie, où nous achetons et nous construisons nos moteurs électriques. Et ensuite, on a Neckarsulm qui a démarré il y a à peu près 6 mois la fabrication du GT e-tron, le modèle. Et à côté, au Mexique, nous avons San José, dans le Chiapas. Il y a évidemment d'autres centres au Australand avec des modèles de collaboration. En Chine, nous avons 6 ou 8 entreprises affiliées à Audi. Mais ça, ce sont les 100% entreprises Audi AG. Ce qui les rassemble, c'est la mission zéro. La maison zéro, c'est un peu le cadre chapeau et c'est valide pour tous les sites Audi. Alors, la mission zéro, comme je l'ai déjà mentionné, c'est un peu le chapeau, c'est 4 piliers de la transformation écologique de l'entreprise. Et si je regarde à ce que a expliqué Toyota, on est à peu près les mêmes indicateurs. Le premier, c'est bien évidemment la décarbonisation, l'empreinte carbone. Nous avons notre efficacité en utilisation des ressources, notamment de l'eau, l'utilisation de l'eau et la protection de la biodiversité. Pour 4 de ces piliers, nous avons nos propres indicateurs de mesure dans le processus, mais également dans les autres usines Audi et on les suit régulièrement, ces indicateurs. Nous échangeons des idées également. On essaie de regarder par exemple la part du photovoltaïque ou d'autres aspects techniques pour améliorer et vraiment tendre vers d'ici à 2025 d'atteindre la neutralité carbone. Si on regarde les détails plus en détail, par exemple la question de la consommation d'énergie, on essaye d'avoir un minimum de 3% de réduction par an, par exemple les ampoules LED, les portes mobiles, et on voudrait évidemment générer autant que possible notre propre électricité sur site. Par exemple, on a 110 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques à Bruxelles. Le reste de l'énergie, nous achetons de l'électricité verte, renouvelable. Et il y a un projet principal qui est en train d'être élaboré, qui devrait se faire dans les 2 prochaines années, c'est d'installer 2 grandes éoliennes sur site. En ce moment, depuis les 70 gigawattheures que nous avons, nous produisons nous-mêmes presque 30%, 26%, et en cogénération et en panneaux photovoltaïques. On voudrait optimiser ça vers environ 40-45% dès que les éoliennes seront installées sur site. Tout le reste de cette électricité est fourni en Belgique auprès d'entreprises d'électricité verte qui vient essentiellement des parcs d'éoliens on essaye de réduire autant que maximum notre production de déchets. Tout le monde sait qu'évidemment, dans l'automobile, il y a beaucoup de composants sont dans des sacs plastiques ou dans des cartons d'emballage. Et donc, on voudrait réduire autant que possible ces emballages, cette empreinte qui génère évidemment des déchets. Nous travaillons très étroitement avec notre département logistique au sein du département des achats. Et bien évidemment,
on essaye d'optimiser ça pour réduire ça à zéro, pas simplement pour l'environnement, mais c'est aussi, ça va nous permettre de dégager des marges indirectes. On recycle bien évidemment la séparation des déchets, on recycle l'utilisation de l'eau, ça c'est un pôle important qu'on veut réduire de manière dramatique, notamment sur notre eau potable. Là, on a des exemples ici, ce qu'on appelle chaque voiture passe à travers un processus où ils sont testés pendant 10 ou 12 minutes avec de l'eau. C'est une boucle complètement fermée pour voir qu'il n'y a pas d'infiltration. On a des systèmes de récupération, des cuves de récupération au niveau de la peinture. Et on a également des systèmes de récupération d'eau grise qui sont recyclés pendant le processus de peinture. On sait que le processus de peinture, c'est celui qui consomme le plus d'eau sur site. Et maintenant, on utilise les eaux grises, les eaux de pluie pour cette eau-là. Et enfin, à droite, la biodiversité. Il y a un certain nombre d'aspects. Il y a les oiseaux, les insectes, les écosystèmes. On a essayé des façades vertes, des façades végétalisées et d'autres. Voilà, ce sont les 4 piliers, les 4... C'est ce qui forme la fondation de notre projet de mission zéro qui est appliqué dans tous les processus Audi et chez les sous-traitants également. Alors, 2 diapos plus. Comme je l'ai déjà dit, nous travaillons sur la partie des moteurs électriques. Nous construisons nos propres batteries haute voltage. Il y a évidemment des aspects écologiques très importants dans la production de ces batteries. On a des problèmes avec les batteries, c'est de pouvoir réparer nous-mêmes ces batteries sur site. Si pour une raison ou une autre, il y a des modules qui ne sont plus adaptés pour être montés dans une batterie, alors on essaye de les recycler de manière, ou alors de leur donner une deuxième vie, les composantes, donc par exemple le stockage d'énergie qui existe. Et enfin, si ce n'est plus capable de retenir les charges, si on ne peut pas les réutiliser les composantes, alors il nous reste de recycler via une entreprise de récupération des métaux, les différents composants. Eh bien, la balance de cela, c'est de récupérer tous les matériaux bruts qui peuvent être réutilisés à nouveau dans la production de batteries. Donc, c'est une économie circulaire très importante qui va encore se développer plus en avant au fur et à mesure que le nombre de voitures électriques va se développer dans les 5-10 ans à venir. Et enfin, alors, nous envisageons également à réduire notre empreinte écologique pour notre propre transport. À l'avenir, nous envisageons de construire 1 ou 2 lignes de modèles dans les années 2025-2026. Aujourd'hui, nous avons une base de fournisseurs. On a à peu près qui sont à peu près entre 900 et 1000 km de Bruxelles parce que tous nos fournisseurs sont autour de Ingolstadt, Kassel, et on aimerait élaborer des fournisseurs, des réseaux de fournisseurs plus proches sur une base locale de fournisseurs. Et ça, c'est évidemment un appel ici pour tout le monde ici qui assiste à cette conférence et qui travaille en tant que fournisseur en tier 1 pour l'industrie automobile. Si vous voulez collaborer avec nous et qui nous permettrait de raccourcir nos circuits de fourniture, eh bien, vous avez mon contact ici, mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Ce qu'on va essayer de faire, c'est on voudrait véritablement réduire les émissions carbone de notre production parce qu'on a calculé notre poids et notre empreinte carbone et ça a clairement montré qu'il faut donc qu'on la réduise dans le cadre de cette mission zéro, de réduire notre empreinte carbone du transport de ces pièces vers le site de production. Donc, c'est un appel à tous les fournisseurs. Si vous êtes intéressés, je serais ravi de discuter avec vous.
et de vous mettre en contact avec le département de fourniture et d'achat à Ingolstadt. Je pense que voilà, c'était à peu près tout rapidement, et des questions, n'hésitez pas. Une réaction pendant la coopération? Carole Magnier, peut-être, pour le cluster de l'équipe 2. Est-ce que vous pensez que c'est bon de voir un producteur de voitures appel à une coopération pour des circuits courts? Oui, est un pôle de compétitivité qui est dédié Oui, pas de problème. à l'économie circulaire depuis 2010. Je suis toute jeune sur le pôle puisque j'ai remplacé mon prédécesseur qui est bien connu de la communauté, Christian Trenel, depuis le mois de mai. C'est juste une réaction par rapport à l'appel qu'il vient de faire. Hein. Oui, oui. Et donc, on serait ravis en tout cas de collaborer avec vous puisque notre objectif, c'est justement de créer à base du recyclage et de la valorisation toutes les ressources du futur et d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. Donc, c'est avec plaisir qu'en tout cas avec les équipes de Team 2, on organisera une rencontre et qu'on vous présentera en tout cas les levées d'innovation que les partenaires de notre écosystème peuvent vous proposer. On a des réactions, des questions de la part de EDF et Toyota. Qui commence? Oui, déjà merci beaucoup. Je vois qu'on est très proche dans la cohérence des actions qui sont mises en œuvre, donc c'est plutôt rassurant. J'ai deux questions. Donc concernant l'énergie renouvelable, a priori, j'ai compris, 26% de votre électricité était produite sur place. Comment vous pouvez assurer la partie stockage électricité? Parce que quand le week-end, il n'y a pas de production, 26%, ça va être beaucoup plus que la consommation classique du site. Donc, comment vous gérez ça? Et deuxième question, il y a toujours 90 mégawatts de production de gaz. Comment vous êtes neutre en carbone avec ce type de consommation? Donc, si on commence avec la dernière question, ça c'est clair qu'on a donc le gaz avec les certificats verts. Ça c'est la même chose avec l'électricité. On a toujours des certificats, soit pour l'électricité, soit pour la gaz. Ça c'est une chose. L'autre côté, c'est clair qu'on essaie de diminuer le maximum possible tout ce qui est nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on a aussi les programmes de réduction d'énergie annuellement. Concernant l'électricité, soit par nos co-générateurs. Donc, ça c'est comme ça avec nos stations qu'on ne les envoie pas vers le grid, mais qu'on l'utilise ici sur site. C'est la même intention si on réussit d'installer les deux wind turbines sur site. On aura des câbles qui sont spécifiques tirés vers les installations pour alimenter notre 36 kW. Merci pour la réponse. Yann Djibori. Oui, j'ai juste une petite remarque. On a vu deux exemples très, très enthousiasmants qui sont ceux de Toyota et d'Audi avec des gros sites industriels. Alors, tous les sites industriels ne font pas la taille ou n'ont pas les consommations énergétiques de nos deux exemples-là. Et donc, il faut quand même avoir en tête que des industriels même de taille plus modeste, qui ont des consommations 10 fois, 20 fois inférieures à celles des constructeurs automobiles, peuvent néanmoins rentrer dans des démarches de décarbonation de façon assez facile. Alors là, la méthodologie peut s'adapter à des consommations moindres, mais il ne faut pas se dire, bah, tiens, je ne fais pas la taille de Toyota, je ne fais pas la taille d'Audi, je ne peux pas décarboner. Ce n'est pas vrai, au contraire, on peut le faire. Merci, ça me fait. Alors, Peter, vous restez en ligne, bien sûr. Ça me fait une transition vers justement les sous-traitants. Donc, comment les accompagner? Alors, on a un gros sous-traitant Plastic Omnium, un gros équipementier. Vous avez commencé, Philippe Convain, à nous raconter donc votre objectif de neutralité carbone. Concrètement, quelles sont les actions qui sont appliquées dans vos usines? Et en Belgique, il y en a une qui sert un peu de vitrine, si j'ai bien compris. Oui, alors on poursuit très clairement deux axes. Le premier, c'est de consommer moins, donc faire des économies d'énergie, c'est assez basique. Et le deuxième, c'est de décarboner. Donc, pour la baisse de la consommation, tous les sites sont concernés puisqu'on a des indicateurs. Alors, je peux en citer un, par exemple, on transforme de la matière plastique, donc on chauffe, on refroidit, donc on mesure le nombre de kilowattheures que l'on consomme pour 1 kilo de pièces vendues aux clients. Donc, c'est très simple. Et toutes nos usines sont mesurées, auditées, suivies en permanence. Et le digital nous permet également de faire ça pratiquement en continu. Et donc, entre une usine qui appliquerait toutes les bonnes pratiques que l'on connaît et une usine moyenne, il y a à peu près, on a 1,6 kg et l'autre à 2, donc il y a à peu près 20%. Et donc, ça montre quand même qu'il y a un gisement
et les moins bonnes sont encore un peu plus loin. Donc on a vraiment une démarche qui est animée au quotidien, en continu, pour réduire les consommations. Et le deuxième axe, qui est la décarbonation. Alors on a plusieurs usines, plusieurs projets. Donc effectivement, Air-Rental, il est un peu en avance parce qu'il va associer éolien et solaire. Et sinon, on a beaucoup d'autres projets et déjà réalisés où on a mis en place le solaire. Pour vous donner un ordre d'idée, une usine chez nous, c'est à peu près, on peut installer à peu près 1000 mégawattheures par an, et ce qui correspond à un petit 10% de notre consommation d'électricité. C'est une première marche. Il faut trouver les moyens de l'installer, la place, voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel ça devient concret et c'est pas simplement un joli dessin. Il y a aussi la big data, les données qui sont utilisées pour essayer d'optimiser vraiment au mieux, j'allais dire presque mètre carré par mètre carré. Alors tout à fait. Alors moi, ma fonction chez Plastic Omnium, c'est de m'occuper du digital manufacturing, et je dirais les projets se regroupent, enfin se rassemblent, parce que il y a quelques années, on mesurait une fois par an, on faisait un audit très précis avec un plan d'action. Il faut imaginer que le digital permet de réduire l'échelle de temps. On mesure en continu, on a à peu près 40 capteurs dans chacune de nos usines sur les principaux équipements. Et on monitore d'abord, est-ce qu'on consomme comme d'habitude? Et de plus en plus, est-ce qu'on consomme de façon frugale par rapport à l'activité qu'on est en train de faire ou qu'on a prévu de faire? Et donc, pour un certain nombre d'équipements, c'est une surveillance, mais pour d'autres, on peut définir des stratégies, en particulier pour ce qu'on appelle les commodities, où on a tout ce qui est compresseur, tout ce qui est génération de froid. C'est des choses où on peut avoir différentes stratégies en fonction du régime de marche du site. Et là, le digital permet d'apporter, encore une fois, c'est une démarche continue, donc d'apporter des outils supplémentaires pour aller plus loin. Merci. Sur la donnée, Vincent Collet, vous pouvez compléter. Alors, donc là où je vais compléter, c'est qu'effectivement, pour le CETIM, l'accompagnement de l'ensemble de la filière, c'est-à-dire aussi bien les constructeurs que les sous-traitants de rang 1 ou les sous-traitants de rang 2 et 3, c'est le credo du CETIM. Donc l'accompagnement dans sa globalité et la réduction des émissions est inscrit à notre contrat d'objectifs et de performance. Donc c'est un sujet clé au cœur de la maison. Ça s'inscrit sur deux sujets, aussi bien l'automobile verte que la production automobile verte. Donc on intervient sur les deux niveaux. L'automobile verte, par exemple, en validant des nouvelles technologies qui permettront plus d'efficience dans les véhicules et en accompagnant les industriels qui les produisent. Je vais vous donner deux exemples. Des réducteurs à haute vitesse qu'on va trouver sur les véhicules électriques pour remplacer les boîtes de vitesse traditionnelles. Et puis, la réduction des frottements. Si on veut plus d'autonomie avec un véhicule et une batterie donnée, on va essayer d'optimiser la mécanique en ayant le minimum de frottement pour avoir le maximum de rendement. Donc ça va être un exemple sur le véhicule. Sur l'usine elle-même, on va travailler à différents niveaux avec du conseil pour accompagner les industriels et optimiser l'efficience et l'efficacité de leur ligne de production. Et après, grâce à l'expertise qu'on a dans différents domaines, on va toucher vraiment dans le détail pour optimiser la production. Un exemple concret, ça va être travailler sur l'usinage propre, ne plus avoir de fluide de coupe polluant. Un autre exemple, ça va être avoir une éco-conception au niveau de la ligne de production. Enfin, il y a beaucoup de leviers et on intervient sur ces différents niveaux. Juste pour rebondir sur la donnée, forcément chez EDF, c'est un métier, enfin une science qu'on intègre. C'est une science qu'on attaque de différentes façons, mais à travers de l'instrumentation forcément. Et l'enjeu, c'est pas tant l'instrumentation aujourd'hui, c'est plutôt comment est-ce qu'on traite ces données-là. Parce que récupérer les données, finalement, c'est pas très compliqué. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. Une fois que j'ai récupéré, alors pas monsieur, vous avez peut-être des millions de données qui tombent par jour. Comment est-ce qu'on en traite, qu'est-ce qu'on en fait. C'est ça vraiment l'enjeu du sujet. Donc avec les questions d'intelligence artificielle qui arrivent, on a des opportunités intéressantes à saisir. Juste apporter un point par rapport à l'intervention d'EDF. Pour nous, le cœur n'est pas seulement d'accéder à la donnée, mais choisir la bonne donnée. Quelle donnée est la donnée relevant, cohérente, pertinente, voilà. Quelle est la donnée pertinente et ensuite comment on la traite. Très bien. D'autres projets en cours chez Plastic Omnium, Philippe Convain? Oui, alors il faut imaginer que pour chaque usine, on a un plan qui se décline. Alors évidemment, les investissements, on a parlé d'éolien, de solaire essentiellement,
mais également après toutes des démarches qui englobent l'ensemble du personnel, puisqu'en fait, il y a aussi une question de discipline, il y a une question, il faut adhérer au projet, donc c'est quand même à la fin, on finit toujours par l'homme, il faut qu'il soit volontaire et motivé. Et puis après, on a toute une réflexion qui va au-delà de nos usines, c'est-à-dire qu'il faut avoir une réflexion sur les produits, c'est-à-dire est-ce que nos produits sont recyclables? En ce moment, on recycle 87% à peu près de nos matières qu'on utilise repartent dans nos produits, donc on fait très attention à ça. Et l'économie rejoint l'environnement. On travaille également sur comment on peut faire des produits plus légers, parce que le marché le demande. Une voiture légère, c'est une voiture qui fera moins de CO2. Et on se pose également, vous avez entendu, vous suivez un peu l'actualité de Plastic Omnium, on s'engage complètement dans l'hydrogène, les new energy, c'est-à-dire que il faut aussi avoir une réflexion sur demain, mes produits, est-ce qu'il y a un marché, comment ils vont trouver leur place dans un monde qui est pensé différemment. Et donc voilà, donc on associe une démarche court terme de réduction, de frugalité au niveau des usines, et également une réflexion sur nos produits pour qu'ils aient un sens demain dans ce que tout le monde attend. Merci. Le recyclage, transition tout trouvé pour revenir avec vous, Carole Magnier, sur du pôle Team 2. Quelques exemples peut-être concrets de choses qui ont été faites avec des adhérents. Oui, alors Team 2 est basé sur l'innovation et en lien avec l'automobile et avec la région de France qui avait lancé au mois d'avril un AMI sur le recyclage des batteries. Donc, beaucoup de projets plus ou moins matures technologiquement ont émergé. J'en citerai deux, donc avec un des partenaires de la région, NeoEco, qui développe un procédé qui est quasi proche de l'industrialisation pour le réemploi des batteries pour l'automobile actuellement et pour pouvoir assurer une fin de vie dans le recyclage, et une société qui espère s'implanter à côté d'ACC, justement, une start-up qui s'appelle Mekaware, qui développe un procédé innovant et qui est respectueux de l'environnement, ce qui est rare, pour pouvoir récupérer les métaux critiques et les terres rares, donc le lithium et le cobalt, pour pouvoir directement alimenter en 2030 ACC. Voilà, donc ce sont effectivement, alors il y a d'autres projets, il y a d'autres partenaires qui travaillent aussi à ça, mais on voit beaucoup de choses, en tout cas, essayer de pouvoir capitaliser ces ressources du futur pour pouvoir en fait pérenniser l'industrie automobile sur le territoire. Dans le domaine du recyclage, eh bien, si vous demandez pourquoi Mobivia fait partie de cette table ronde, il y a une raison très simple, c'est que dans le domaine du pneu, vous vous souvenez de l'usine Bridgestone à Béthune, eh bien, cette usine, vous l'occupez en quelque sorte. C'est la façon de parler, mais... Oui, alors, absolument. Alors c'est vrai que Mobivia, on est engagé sur ce sujet du recyclage depuis vraiment très très longtemps, puisqu'en fait, dès le début des années 90, on avait vraiment eu la volonté de regarder ce qu'on avait dans une benne de centre auto et de se dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça, des pneus, des batteries, des filtres, des huiles, etc. C'était une époque où il n'y avait pas de réglementation. Et on s'est dit qu'on avait une responsabilité à trouver des solutions pour éviter que ces produits ne se retrouvent dans la nature. Et donc, on a développé progressivement des filières de traitement de ces produits en fin de vie, le pneumatique en tête, mais pas que. On pourra aussi parler des batteries, puisqu'on a aussi toute une démarche autour de la batterie. Et donc, au début, voilà, le sujet, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait de ces produits, mais dans une démarche, j'allais dire, oui, de recyclage, de valorisation. Aujourd'hui, on essaie d'aller un cran plus loin, puisque d'une économie linéaire, on a vraiment le souhait de passer dans le cadre d'une économie circulaire. Et pour rejoindre un peu ce que disait Philippe Convin sur le fait qu'en fait, finalement, il y a deux enjeux. Il y a le fait de limiter notre impact, limiter l'impact de nos produits, mais et limiter l'impact de nos activités d'une manière générale. Mais il y a aussi le fait de proposer des solutions finalement à nos clients finaux pour décarboner eux-mêmes leur mobilité. Et donc ça, on est plus sous l'angle, en effet, environnemental plus économique, parce que ce sont des enjeux de développement d'activités pour nous. Donc c'est là où vraiment ça se rejoint. Et si on fait aussi la boucle avec ce qui était dit hier sur le fait qu'on est parfois sur des métiers qui sont en déclin, et donc notamment si on regarde l'entretien automobile des véhicules thermiques, on sait qu'il y a des enjeux de déclin d'activité. Et on voit là qu'on a vraiment des leviers de transformation de nos modèles, des leviers de développement d'activité.
Et c'est un petit peu finalement la démarche qu'on a eue à Béthune pour revenir sur ce sujet du pneumatique. Donc, comme je le disais au point de départ, on avait développé une filière de pneumatiques. On a des gisements. Donc, ça représente pour le groupe Mobivia plusieurs millions de pneumatiques récupérés chaque année sur nos sites. Ces pneumatiques, on en fait quelque chose. Donc, il y a du granulat, ça va dans des groupes aussi pour faire des travaux publics, etc. Et puis, il y a une filière de réemploi qui existe. Donc, pour le moment, on travaillait avec des prestataires plutôt extérieurs, des gens spécialisés sur ce domaine-là. Et puis, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin. Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, on a racheté le concurrent de Norauto en Allemagne qui s'appelle ATU. Et j'allais dire, dans le paquet ATU, il y avait une entreprise industrielle. Alors, on n'est pas des industriels, vous savez, on est vraiment des acteurs de la filière aval, mais pour la première fois, on s'est retrouvé avec une activité industrielle de granulation de pneumatiques. Et donc, à fort de cette expérience, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire sur le pneu de réemploi. Et donc voilà, on a vraiment voulu aller plus loin avec cette démarche de Béthune. On doit conclure, peut-être un mot pour finir avec vous, Peter. Quel regard vous portez, vous, depuis Bruxelles, sur ce qui se passe en France, les différentes initiatives, tout ce dont on a discuté ici dans le cadre de cette table ronde? Je peux que constater qu'on a quand même tous un peu les mêmes buts, les mêmes targets, ce qui est vraiment rassurant. Si là, je vois par exemple qu'il y a certaines institutions qui s'en occupent aussi de recyclage des modules ou par exemple de faire des choses bénéficiaires dans le closed loop. Moi, je ne peux que constater que c'est grand temps qu'on se réunit autour de la table. Comme je dis avant, au niveau de distance, on est tous près l'un de l'autre. C'est peut-être vrai qu'à gauche et à droite, on est des concurrents théoriques. Mais de l'autre côté, moi, je supporte toutes ces initiatives qui peuvent nous tous mettre un pas vers l'avant. Je pense que l'un doit toujours apprendre de l'autre. Et dans ce sens-là, je peux que vous remercier de faire part de cette conversation, de ce tour de table. Et par après, c'est clair que je voudrais bien participer avec l'un ou l'autre pour voir est-ce qu'il y a des possibilités pour quand même faire des pas plus concrets l'un avec l'autre. Donc, en tout cas, un grand merci pour la participation. Merci à vous, Peter. Et si vous êtes sur Facebook, vous allez avoir plein de nouveaux amis d'ici la fin de la journée. On peut remercier nos intervenants. Merci à eux. Merci, Laurent. Merci aux différents intervenants.